Thomas Hill. Comment lutter contre la désinformation ? Reporters sans frontières vient de publier un livre blanc avec 30 propositions pour le droit à l'info. Selon une étude publiée en 2003 par l'université de Berkeley, l'information produite au niveau mondial aurait presque doublé entre les années 1999 et 2002. Et cette augmentation en cache une autre, celle de la défiance grandissante des citoyens envers les médias. Alors que faire pour que ça change ? Reporters sans frontières a sillonné la France à la rencontre des citoyens pour faire émerger des solutions. Pour les détailler, nous recevons ce matin le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors donc au printemps dernier, un bus RSF a sillonné la France pour recueillir les propositions des citoyens sur l'information, une sorte de grand débat citoyen. Vous étiez un peu Emmanuel Macron finalement. Pas tout à fait. L'idée c'était de pas rester dans un entre-soi de journaliste en fait, c'est ça ? Alors, Reporters sans frontières, comme vous le savez peut-être, c'est une organisation qui travaille d'abord à l'étranger, qui travaille en Afghanistan, aujourd'hui en Ukraine, où on a 2 centres, qui a des bureaux dans 14 villes dans le monde, bref, qui est très tourné vers l'étranger, qui, lorsque des enjeux majeurs sont en jeu en France, y travaille aussi. Il y avait une chose qu'on n'avait jamais faite, c'était effectivement faire un tour de France, aller dans des grandes villes, dans des métropoles régionales, mais aussi dans des petites villes, dans des villages, pour discuter des questions de droit à l'information, dans un moment où le champ de l'information est complètement bouleversé. Les journalistes ont perdu le monopole, ils ne le retrouveront jamais, ça n'est peut-être pas souhaitable. Il y a ce chaos informationnel sur les réseaux sociaux. Tous les contenus sont en concurrence directe, de manière à la fois avec une espèce de profusion, mais aussi de mélange des genres, parfois de corruption, de malveillance, aussi de bienveillance et d'intelligence. Et bref, on est à un moment où, y compris nos cadres juridiques, ce qui a été établi par le Parlement au fil de l'histoire de notre démocratie, ne tient plus. On a besoin de le reconstruire, et pour le reconstruire, autant le faire avec les citoyens. C'était ça l'objectif de cette tournée du bus. Et un petit mot de la méthode, parce qu'elle est assez originale. Vous avez utilisé du design prospectif. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Expliquez-moi. L'idée, c'est que pour être créatif sur la situation présente, pour essayer de faire émerger des idées, mieux vaut ne pas rester dans son confort de pensée et finalement rester sur des vieux clivages. On sait que les médias sont largement critiqués, que les journalistes ne sont pas très hauts dans les sondages de confiance. Et donc on s'est dit, plutôt que de rester dans une situation où on a des citoyens qui expriment leur acrimonie, leur critique parfois très légitime. De l'autre côté, des journalistes qui se défendent un peu toujours de la même manière. Essayons de sortir tous de notre zone de confort. Et donc, mettons-nous dans la même salle, citoyens, journalistes ou non. Travaillons sur des scénarios futuristes, qui semblent irréalistes aujourd'hui, mais dont parfois les grandes sociétés technologiques ne sont pas très loin. Et disons ce que nous voulons faire plutôt que ce que nous critiquons. Un exemple, vous avez imaginé par exemple des lunettes anti-désinformation qui permettraient de discerner le vrai du faux. Et le fait d'imaginer ça, ça permet de se diriger vers ce point, vers ce futur souhaitable ou pas souhaitable d'ailleurs. Par exemple, on peut se dire, les gens. Des lunettes qui distinguent le vrai du faux, c'est tellement aberrant comme scénario. Mais est-ce que ça n'est pas ce que prétendent faire parfois nos algorithmes ? Une pilule qui permet d'ingérer plus d'informations. Est-ce que finalement, ça n'est pas ce que les technologies ont réussi à faire ? On avait un autre scénario prospectif qui était sur est-ce qu'il faut un dispositif pour réduire notre consommation de contenu au strict minimum, un peu comme dans la logique de réduction des émissions de carbone, de réduction du contenu, et qu'est-ce qu'on garderait ? Bref, ça permet de se poser des questions assez fondamentales sur une base assez ludique, et ces assemblées citoyennes que nous avons organisées partout en France, elles ont été très productives. Et alors, vous avez tiré justement de ces discussions 30 propositions. La première suggère de constitutionnaliser le droit à l'information. À quoi ça pourrait servir ? Alors d'abord, je rassure vos auditeurs, ça n'est pas la plus concrète, celle-là. Non, il y en a d'autres, on va y venir. On est dans un pays où aujourd'hui, le pluralisme est un objectif à valeur constitutionnelle. Bon, je ne vais pas entrer dans un débat de juristes, mais nous avons besoin, si nous voulons demain un cadre juridique qui nous permette d'exercer nos libertés démocratiques, collectives, qui nous permette aussi d'exercer nos droits individuels, droit à la santé, mais aussi droit de consommateur, on a besoin d'informations fiables. Et donc on a besoin de dépasser la notion classique de la liberté de la presse. Parce que cette notion de liberté de la presse, qui est toujours très importante et qui est violée dans de très nombreux pays, de manière parfois extrêmement grave, elle a trait aux journalistes. Mais comme aujourd'hui l'ensemble des contenus, ça n'est plus que le journalisme, ça ne suffit pas. Donc il faut développer de nouvelles visions, et notamment autour de cette question du droit à l'information, qui est un droit de tous les citoyens, qui n'est pas un privilège des journalistes, qui n'est même pas un droit des journalistes, qui est notre droit. On a un droit à revendiquer vis-à-vis de ceux qui envoient des contenus. Si vous diffusez ce qu'on appelle des infodémies, des épidémies de fausses informations, finalement c'est ma vie,
c'est ma santé que vous mettez en danger. Et donc j'ai quelque chose à revendiquer vis-à-vis de vous sur la question de la fiabilité de l'information, de son indépendance, C'est aussi la de son santé de la pluralisme. démocratie aussi. Donc Ça vaut. J'ai pris cet exemple sur notre santé et notre vie, mais j'aurais pu le prendre sur nous en tant que citoyens, nous en tant qu'acteurs économiques et sociaux, que consommateurs, etc. Et alors vous voulez aussi justement faire de la lutte contre la désinformation la grande cause nationale de 2023, comme l'était ces dernières années, par exemple les violences faites aux femmes ou la lecture. Qui décide de ça ? C'est le président de la République, non ? C'est le président de la République ou la première ministre. C'est des enjeux sur lesquels, clairement, on est en retard d'une guerre. C'est pas tout à fait l'expression, même si finalement on voit que les campagnes de désinformation peuvent mener à des conflits réels. On l'a vu avec l'attaque russe en Ukraine. Mais avant, on avait finalement un cadre juridique qui était national, parce que notre débat public, il était national. Aujourd'hui, on a un espace public, le lieu où on discute, notre place du village, elle est mondiale. C'est comme si on avait une mondialisation absolument non régulée. C'est ça. On sait ce que ça peut faire, une mondialisation non régulée sur des questions économiques, industrielles. L'effet, il peut être le même, voire pire, sur les questions démocratiques. Donc il est temps de réguler les choses. Alors les Français livrent pas mal de critiques aussi sur les médias. Ils critiquent le traitement qu'ils jugent superficiel de l'information. Ils sont notamment assez durs envers les chaînes d'infos, qu'ils regardent beaucoup par ailleurs. Donc ça, c'est toute la contradiction entre ce qu'on peut dire dans ce genre de réunion et ce qu'on peut faire à la maison. Mais nous, on a perçu au cours de notre tournée en bus dans les villes et villages qu'il y avait 3 grandes demandes. On est aujourd'hui face à une profusion d'informations, on n'arrive plus à se repérer. Une profusion de contenu sur les réseaux sociaux. On en parlait la semaine dernière de cette fatigue informationnelle. Absolument, ça renvoie à ce sujet-là. 2, nous avons une exigence, nous Français, en termes d'indépendance de l'information, d'intégrité de l'information et d'indépendance des médias. 3, nous voulons un pluralisme plus grand. Nous avons une exigence de pluralisme. Au sein même des médias. On ne veut pas simplement que vous nous disiez des choses vraies, on veut que vous nous racontiez toute la vérité sous ces différents aspects. Mais ils reconnaissent que le pluralisme existe, c'est-à-dire qu'on a plein de médias différents, mais ce qui les gêne visiblement, en tout cas c'est ce qui ressort de votre étude, c'est le manque de pluralisme au sein même des médias. Absolument, il y a 2 types de pluralisme. Il y a le pluralisme entre les médias et il y a le pluralisme à l'intérieur, qu'on appelle le pluralisme interne, et qui est extrêmement important parce que quand on sort de ce pluralisme-là, ce qu'ont fait les États-Unis, avec des médias ultra polarisés, d'abord Fox News, puis ensuite à l'autre bout du spectre des médias qui eux-mêmes se sont polarisés, ça fait à la fin des gens qui n'ont plus envie de vivre dans le même pays. Est-ce que c'est de ça que nous voulons ? Si nous ne le voulons pas, alors il faut poser des principes démocratiques. C'est l'un des aspects de ce travail. Le traitement de l'info par les grands médias est jugé trop sensationnel, parfois déconnecté des vraies préoccupations aussi des Français. Alors, vous avez une solution face à cela. Vous voulez notamment décentraliser l'information. Pour prendre un exemple concret, le fait que le 19-20 de France 3 ne soit plus du tout national, mais uniquement local à partir de septembre prochain, ça vous semble une bonne chose ? Ça va dans le bon sens, ça ? Moi, j'ai pas de commentaire sur ce que fait France Télévisions là-dessus. De manière plus générale, la BBC, par exemple, en Grande-Bretagne, tirant les leçons des difficultés politiques du Royaume-Uni, a décidé de décentraliser, de déconcentrer une bonne partie de ses services. Il y a très clairement, lorsqu'on parcourt la France, la perception que une vision parisienne est trop prédominante, que ça empêche de percevoir certains aspects de la vie en société, certains des problèmes, et que de ce point de vue-là, il y a ce besoin de décentralisation, comme il y a besoin de pôles d'excellence régionaux, interinformationnels. Et dernière petite chose, vous suggérez aussi que le 3 mai pourrait être créé une fête des médias à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Ça consisterait en quoi, ça ? Ça sera l'équivalent de la nuit blanche, de la fête de la musique. On en fait, ouvre il ne faut pas simplement que les journalistes battent leur coulpe, parce qu'au fond, ce dont on se rend compte, et ça, c'est formidable, ça a de quoi rendre optimiste, c'est que les gens, lorsqu'ils critiquent les journalistes, les médias, c'est au nom d'un idéal de journalisme. Bref, c'est un amour déçu. Merci beaucoup Christophe Deloire. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Reporters sans frontières et que vous venez donc de publier un livre blanc de 30 propositions pour améliorer les relations des citoyens avec les médias. On ne peut que vous souhaiter bon courage dans cette mission. Dans 2 minutes, on a la chance de recevoir Florence Foresti qui vient nous présenter sa série Désordre qui est diffusée ce soir sur Canal+. Ne bougez pas, vous êtes bien sur Europe 1.